Les Hauts-de-France en pointe dans le domaine des nouvelles technologies, une région largement représentée au Salon mondial des entreprises high-tech organisé ce mois-ci à Las Vegas. Nous sommes ici à Euratechnologies, véritable vitrine de ce qui se fait de mieux en matière d'objets connectés. Dans cette ancienne filature du siècle dernier se dessinent les industries du futur. C'est le thème de cette nouvelle enquête de région. Alors déjà, on va fêter les 10 ans d'Euratechnologies. Pouvez-vous me suivre? Ça, c'est un jeu en fait de réalité augmentée qui permet en fait à 4 enfants de jouer ensemble. On a permis à plusieurs personnes d'agir en même temps sur le même ordinateur, ce qui permet de facilement partager des informations. On a créé Mapwise à Euratechnologies. Ça nous donne accès directement au partenariat avec les grands acteurs comme Microsoft, comme Cisco. Là, on va pouvoir tester si Alexa est robuste, donc s'il n'est pas piratable. On est déjà très fiers d'avoir été nominés à Las Vegas. On est aussi content de pouvoir aider à préserver l'eau sur la planète. L'avenir de la robotique est peut-être un robot articulé déformable. Je vous présente Vincent Dupire de France 3 Hauts-de-France pour Enquête de région. Nous sommes ici au cœur du système des nouvelles technologies. Le CITC, c'est le Centre d'innovation des technologies sans contact, un laboratoire dédié à l'Internet des objets. Ici, on met à la disposition des startups les moyens de tester leurs innovations, de développer leurs idées ou encore de réaliser des prototypes d'objets. Et avec Vincent, nous allons vous montrer... Oh là, attends, s'il te plaît, je vais peut-être reprendre un petit peu la main là pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs ce qui se passe ici au CITC. Voilà, on est typiquement sur une technologie, l'hologramme, qui est expérimentée ici au Centre des innovations des technologies sans contact. Un hologramme selon la technique de la cavitation, c'est-à-dire qu'on fait vibrer des molécules d'eau pour produire un écran de vapeur sur lequel va se projeter une image précédemment enregistrée. Alors, autre exemple de ces innovations technologiques et appliquées au quotidien, eh bien, tout simplement, pour commencer ma journée, cette brosse à dents connectée. Alors, elle est connectée à une espèce de miroir magique qui va me donner un certain nombre d'informations pratiques pour bien commencer la journée. Par exemple, la température extérieure, par exemple, le nombre de Vélil disponibles proche de chez moi, ou encore le score du match de football de la veille, ou par exemple, me rappeler un traitement médical éventuellement que je suis censé prendre régulièrement. Et on poursuit la journée avec évidemment un certain nombre d'activités. Alors ça peut être la lecture. Alors ce Smart Media par exemple va nous permettre d'échanger ces livres, de les conseiller à des proches par le biais des réseaux sociaux ou encore d'écouter de la musique. Alors à partir d'objets connectés toujours, hein, vous choisissez ici le groupe de votre choix, vous le posez sur ce Smart Media et la vidéo va commencer automatiquement. Musique maestro. Pour l'arrêter c'est aussi simple, on enlève l'objet qui... est à l'image de la musique qu'on vient d'écouter et ça s'arrête automatiquement. Alors, autre exemple de cette nouvelle technologie appliquée au quotidien, la télé, vous ne la regarderez plus jamais comme avant avec cette petite carte magnétique dans laquelle vous aurez par exemple programmé l'émission de votre choix. Ça pourrait être par exemple Enquête de région et ses reportages. On va justement voir un reportage sur Qt. C'est un robot programmé qui accompagne les personnes âgées dans leur quotidien. On va le voir en envoyant cette petite carte magnétique que je dépose simplement sur le dossier de ce canapé. Et c'est un reportage signé Yves Azernal et Antoine Morvan. Pas besoin de se lever de son canapé pour répondre au téléphone. Ce petit robot s'occupe de tout. Il s'allume tout seul, détecte les personnes présentes et les rejoint. Salut Mathieu. Salut papy. Là ça va bien? Et toi? Bah, ça va. Qt, c'est le nom de ce petit robot sur lequel travaille cette jeune équipe de développeurs. Un robot destiné à l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Ça fonctionne comme une application de messagerie vidéo classique, sauf qu'on passe par le biais d'un robot. Et donc en fait, pour une personne âgée, c'est totalement par interface vocale et donc il n'y a pas besoin d'apprentissage. Donc là, vous voyez? Ouais, Mais téléphoner n'est qu'une fonction annexe de Qt. Son véritable rôle, proposer des activités diverses et variées aux seniors, comme par exemple cette visite culturelle par visio. Ouais. Remets ta caméra frontale. Donc là, on arrive au musée d'art et d'industrie qui s'appelle aussi la piscine. Alors
pour l'anecdote, ça s'appelle la piscine parce que dans les années 30, effectivement, c'était une vraie piscine. Le projet Yumi, c'est à la fois Qt, le robot que vous avez vu tout à l'heure, et c'est aussi une plateforme d'aidants. Les aidants, c'est vous, c'est moi qui prenons un peu de notre temps pour faire des activités avec les personnes âgées. On pourrait faire de la poterie, on pourrait faire de la cuisine, on fait des séances de gymnastique, des séances de yoga, enfin voilà, c'est divers et varié. Oh, je suis contente de te voir. Des fonctions testées en situation par les futurs clients de Qt il y a quelques mois. Ça marche tout seul. C'est extraordinaire. Sur l'aspect devenir aidant, c'est trop médical. L'homme à l'origine de ce projet, c'est lui, Antoine Bataille, entrepreneur roubaisien. Son idée de plateforme collaborative a commencé à germer après une drôle de rencontre aux États-Unis. J'ai rencontré un robot de téléprésence, celui-ci, c'est un BIM. Et en fait, il n'a pas beaucoup de fonctions, mais c'est quelque part une visio sur pattes. Et donc, on peut dialoguer avec d'autres personnes qui sont à distance. J'ai vécu vraiment une expérience. J'avais l'impression que la personne était là. Et du coup, j'ai acheté le robot. Non, c'est bon, là, ça allume bien. Oui, il est allumé, oui. Hop. Ce BIM a servi de robot test auprès du panel de seniors. L'expérimentation a convaincu Antoine de se lancer dans son projet. En fait, le résultat a été absolument extraordinaire. Ça a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et les personnes, au bout de 3 jours, voulaient garder le robot chez elles, alors que ce n'était que finalement un test. Elles s'étaient dit, mais vous avez changé ma vie. Et là, on a vu la profondeur et l'impact de notre concept. Et on a bien compris que les moyens numériques permettaient finalement d'ouvrir une fenêtre sur le monde et de changer la vie des gens. La plus grande partie du financement de son projet a été assurée par Eurasanté, l'agence de développement économique de la filière biologie, santé, nutrition des Hauts-de-France. Avec 1000 entreprises, 28 000 salariés, 4000 chercheurs, Eurasanté est aujourd'hui un pôle d'excellence d'envergure européenne. Ça sert à faire des diagnostics. Étienne Verweyck en est le directeur général. La Silver Economy, l'économie au service des personnes âgées, voilà longtemps, lui, qu'il y croit. C'est un marché énorme. On le sait, il y a un impact du vieillissement de la population dans tous les pays d'Europe qui amène des nouveaux besoins de services, de produits. Ce qui nous paraissait intéressant, ce qui nous paraissait pertinent, c'est encore une fois de stimuler les entreprises de la région en leur disant ce marché, ça peut être le vôtre. Et pour nous aussi, qui avons pour responsabilité d'animer toute la filière santé dans la région, on sait que sur les 1000 entreprises de santé de la région, il y en a quand même pas loin de 400 qui sont dans ce domaine de la Silver Economy, totalement ou partiellement. C'est ce que l'appel présence, ça vous dit quelque chose, la Bilab? Eurasanté a créé le concours Silver Surfer pour booster la recherche et financer les projets les plus prometteurs. Dans son jury, les principaux bénéficiaires de ces produits high-tech, comme Noël et André, dont les critiques sont toujours prises en compte. Sur la canne connectée, c'est un côté extrêmement pratique, qui donne à une personne âgée accès à énormément de choses qui lui sont tout à fait inaccessibles en temps normal. Un des projets gagnants du concours l'année dernière, c'est cette canne connectée, une canne en apparence tout ce qu'il y a de plus banal, si ce n'est ce bouton sur le pommeau qui change tout. On est arrivé à un prototype fonctionnel de la canne aujourd'hui, donc avec ce bouton qui est intégré, qui permet donc de lancer un appel quand la personne est en situation de détresse. Est-ce que ça fait partie de ce genre d'innovation où vous vous dites, une fois qu'on vous l'a présenté, mais c'est pas possible, quelqu'un a déjà eu l'idée de faire ça? Eh ben non. Donc je pense que l'une des caractéristiques de ces belles innovations chez lesquelles en fait on décèle un potentiel économique, c'est justement celle où on se dit mais enfin bien sûr que ça devait exister avant, et ce produit en fait partie. C'est pour ça aussi que dans le cadre de l'appel à projet, la région de France, BPI, qui est la banque d'investissement pour l'innovation dans ce pays, ont décidé clairement d'allouer une partie significative des moyens de cet appel à projet à ce projet-là, à ce produit-là. 3 entreprises spécialisées en robotique, électronique et informatique se sont regroupées pour créer cette canne. Elle permet de prévenir la famille aussitôt l'alerte donnée. Alors là, Cécile vient d'appuyer et du coup, je reçois automatiquement sur mon téléphone un message, donc c'est une alerte. Et comme la canne est équipée d'un GPS, je vais pouvoir la géolocaliser. Et à ce moment-là, je sais où elle se trouve et je vais pouvoir m'y rendre pour lui porter secours. Toutes ces innovations ont un coût
Qui va payer? Les concepteurs de la canne cherchent à la faire rembourser intégralement par la sécurité sociale. Cutie, le petit robot, lui, sera proposé seulement à la location, 700 € par an. Vincent, Monsieur Shekib Garbi vous attend. Pouvez-vous me suivre? Mais bien sûr, Pepper. Monsieur Shekib Garbi, je vous présente Vincent du Pire de France 3 Hauts-de-France pour Enquête de région. Bonjour, M. Garbi. Bonjour. Vous dirigez le CITC, le Centre d'innovation des technologies sans contact. Alors, c'est ici que les entreprises viennent expérimenter leurs innovations high-tech pour les mettre au service du plus grand nombre et pour faciliter notre quotidien. Tout à fait. Donc, le CITC a vocation à accompagner les entreprises à développer des innovations sur l'Internet des objets. Globalement, les objets connectés. Alors, une petite équipe, 16 personnes, avec des profils très différents. Ça va de Bac+10 à l'autodidacte. Tout à fait. Donc, des gens qui sont plutôt spécialisés sur l'électronique, parce qu'on a besoin de capteurs et de collecter les données. Des gens qui vont être plutôt spécialisés sur les télécoms, donc remonter les données au travers des différents réseaux sans fil. Et des gens qui vont pouvoir traiter la donnée tout en assurant une sécurité de l'ensemble de la chaîne. Et on a aussi des gens qui sont beaucoup plus autodidactes et qui nous accompagnent sur la partie infographie et interface homme-machine. Alors, brosse à dents connectée, bibliothèque connectée, pharmacie connectée. L'intelligence artificielle aujourd'hui est mise à toutes les sauces. Boîte aux lettres connectée également pour les personnes âgées. Oui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un grand mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des technologies qui peuvent accompagner au quotidien les différents individus dans leurs actes et dans leurs gestes du quotidien. Donc tout en apprenant, justement, c'est leurs réactions, leurs émotions, et pouvoir justement que le système évolue au fur et à mesure de la journée. Et à quoi ça sert ? Ça sert surtout à simplifier, à améliorer, à accompagner les personnes qui sont déficientes, par exemple. On travaille sur des projets autour de la déficience intellectuelle. On accompagne également des personnes, plutôt des projets autour des personnes âgées, donc du maintien à domicile. Donc ce sont des gestes qui s'intègrent et pour faciliter leur vie. Par exemple, je vous parlais de boîte aux lettres connectée. La boîte aux lettres est un élément d'observation à domicile sans être intrusif. C'est-à-dire, est-ce que la personne a été retirée du courrier? Est-ce qu'elle a ouvert sa boîte aux lettres? Si la personne âgée n'est pas sortie de chez elle, elle n'a pas ouvert sa boîte aux lettres, ça peut être un élément d'alerte. Et automatiquement, on peut derrière aller envoyer quelqu'un, frapper à la porte et voir si tout se passe bien. Alors voilà pour les bienfaits de ces objets connectés. Moi j'adore ça, hein, mais l'idée que ces objets sans contact puissent être piratés et qu'on connaisse tout de mon quotidien. Quels médicaments je prends, comment je me brosse les dents, avec quel dentifrice, qu'est-ce que je lis, quels sont mes actes d'achat. Et ben moi ça m'inquiète. Qu'est-ce qui est fait dans le sens pour que effectivement on ne tombe pas dans ces travers? Vous avez raison de vous inquiéter, tout d'abord. Donc, aujourd'hui, on essaie de protéger les systèmes, et je parle bien d'essayer, parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue, ça c'est clair. Vous avez aussi une réglementation qui se met en œuvre, donc la réglementation générale des données personnelles, donc qui nous impose, au travers de ce développement de technologie, d'intégrer la notion de vie privée, d'éthique. Et c'est un vrai sujet que nous, on développe depuis 2009, depuis la création du CITC. Donc, par exemple, vous avez des objets du quotidien, donc des capteurs de température, des prises intelligentes, voilà. Et puis, vous avez Alexa. En ce moment, vous très à la mode. Très à la mode. Donc sur Alexa qui vous accompagne dans votre vie du quotidien, vous posez une question, il vous répond. Là, on va pouvoir tester si Alexa est robuste. Donc s'il n'est pas piratable, s'il n'est pas attaqué, si on l'attaque, nous, quels sont les éléments qu'on va pouvoir récupérer et traiter. Et peut-être rejouer des scénarios et donc lui faire des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Voilà, c'est ce qui se fait ici très concrètement au CITC. Alors, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Vous disiez que c'était un bien grand mot. Comment on peut caractériser l'intelligence artificielle? Moi, j'ai lu proactif, interactif, en temps réel. Est-ce que ça résume bien le processus? Et apprenant. Et apprenant. Et apprenant. C'est surtout ça. L'important, c'est qu'on passe d'une démarche où vous aviez des algorithmes qui étaient là pour exécuter des tâches que vous programmiez à des algorithmes qui vont apprendre en fonction de votre comportement et complètement changer les éléments en fonction de vous et de votre quotidien. Donc évolutif en fonction de l'environnement et du comportement de celui qui l'utilise. Voilà, tout à fait. Les champs d'exploration, j'imagine, sont infinis. En tout cas, c'est ce que vous faites ici. Aujourd'hui, ils sont infinis, mais concrètement, l'intelligence artificielle, là où elle a de véritables atouts, c'est pour la question de la santé, du traitement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir analyser des millions de données, des milliers d'images, et pouvoir apprendre. Et peut-être orienter certains diagnostics qu'un médecin, même le plus expérimenté, n'aurait pas à sa connaissance. Merci beaucoup, Shekib Garbi, pour ces explications. Merci bien. Merci.
Revenons-en à notre salon des entreprises high-tech organisé en ce mois de janvier à Las Vegas. Plus de 350 sociétés françaises présentes, une dizaine originaires des Hauts-de-France. Parmi elles, 2 startups spécialisées dans les écrans. La première, UBK, est spécialisée dans les écrans tactiles permettant de favoriser le travail collaboratif. Reportage. Voici le prototype de la table tactile connectée, un super ordinateur en quelque sorte. Les films de science-fiction ont beaucoup inspiré les créateurs. 10 ans plus tard, Atman Kendira a amélioré le concept. Surfer sur Internet ou échanger des documents en un tour de doigt, c'est aujourd'hui bien réel. Avec les années de recherche qu'on a fait ici à l'UTC, on a permis à plusieurs personnes d'agir en même temps sur le même ordinateur. Ce qui permet de facilement partager des informations en simplement envoyant le post-it à un collègue comme ça, de cette manière. Voilà. Donc on peut imaginer 500 personnes en train de tous travailler sur le même logiciel, 500 smartphones. La table se décline aussi en tableau. Selon la start-up, c'est un outil efficace lors d'une réunion d'entreprise. Du coup, Florent, tu vas nous expliquer ce que tu as fait pendant ce sprint? Et les geeks ne sont pas les seuls à pouvoir se l'approprier. On peut aussi très facilement les déplacer par groupe, les dupliquer. Donc nous, on essaye vraiment d'avoir quelque chose qui est le plus simple et le plus naturel possible à utiliser pour retrouver vraiment le côté accessible du papier-crayon, mais avec toute la puissance des outils numériques. Le salon de l'innovation à Las Vegas a sélectionné pour la 2e fois ce concept. Là-bas, l'équipe a démarché de grandes entreprises françaises comme Airbus, L'Oréal. L'écran tactile a séduit aussi ce tailleur de pierre Picard. Alain Bourson, à la tête de 25 salariés, s'occupe de 80 clients par mois. Il avait du mal à s'y retrouver dans toutes les commandes. Depuis 15 jours, il est plus serein. Ça c'est fini, ça part ici. Voilà. C'est l'avantage du tableau digital pour nous qui traitons beaucoup d'urgences, de pouvoir modifier très rapidement et de pouvoir avoir les noms des clients rapidement en un clin d'œil. On sait ce qu'on a à faire, on sait où on en est et ça nous permet aussi de pouvoir traiter les urgences si on peut en rajouter. Comme Alain, 25 chefs d'entreprise n'ont pas hésité à dépenser 12 000 € pour cette innovation Made in Picardie. Frédéric Morel, je vous ai enfin retrouvé. Bonjour. Alors bonjour, ça aurait été plus simple si j'avais eu votre application Mapwise. Mapwise, c'est une espèce de GPS qui permet de se retrouver dans de grands bâtiments comme ici à Euratechnologies. Comment vous est venue cette idée? Tout simplement d'expérience dans des grands campus où les gens se perdent, où on perd du temps à trouver une salle de réunion, on perd du temps à trouver une imprimante, on perd du temps à trouver la personne avec qui on a rendez-vous, tout simplement. Alors dans quel autre type d'entreprise êtes-vous présent? Alors nous, on est déployés dans des grands bâtiments. Donc de façon générale, les grands bâtiments, que ce soit des grands ensembles de bureaux, comme Euratechnologies, ou encore des centres commerciaux. Il y a une centaine de centres commerciaux déjà déployés avec Mapwise. Des hôpitaux également, des aéroports. Et comment ça marche? Alors, toutes ces structures vous sollicitent, vous envoient leurs plans, vous font confiance? Tout à fait, absolument, c'est ça. Donc nous récupérons les plans. On va permettre de générer à partir des plans techniques du bâtiment des beaux plans utilisables par n'importe quel visiteur, c'est-à-dire sans les détails techniques. Et puis ensuite, on permet à nos clients de rajouter sur ces plans des données dynamiques. Donc, par exemple, si vous avez des capteurs dans des salles, pour afficher si la salle est libre, on les mettra en vert, si elle est occupée, on les mettra en rouge. Et ensuite, ces plans dynamiques sont ensuite partagés avec des utilisateurs sur des bornes, sur des applications web ou sur des applications mobiles. Alors vous avez créé votre entreprise en 2014, lancé votre plateforme Mapwise en 2016. Oui. Comment avez-vous évolué depuis? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a des clients un petit peu partout dans le monde. On en a beaucoup en Amérique du Nord, et également beaucoup en Europe. Que ce soit en France, au Benelux ou en Allemagne, par exemple. Combien de mètres de surface couverts? Alors aujourd'hui, on couvre un peu plus de 7 millions de mètres carrés. On va dire à peu près 40% en surface commerciale, et le reste sur des bureaux ou des hôpitaux. Les perspectives de développement? Elles sont juste gigantesques, puisque les bâtiments aujourd'hui disposent de très peu de services digitaux. Donc quand vous rentrez dans un bâtiment, vous avez très peu d'applications disponibles. Et c'est vraiment un marché qui en est au tout début. L'intérêt pour vous d'être à Euratechnologies, c'est quoi? Il est multiple. D'abord, on a créé Mapwise à Euratechnologies, donc dans l'incubateur ici, directement.
Et puis après, on est rentré dans le programme d'accélération de RA Technologies. Ça nous donne accès directement à tous les partenariats avec les grands acteurs comme Microsoft, comme Cisco, du fait que vous êtes présent à RA Technologies. Et puis ça facilite considérablement les recrutements. Vous étiez en 2016 au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette étape? Le CES de Las Vegas, c'était vraiment quelque chose de critique pour nous en 2016, puisqu'on a fait notre lancement commercial à Las Vegas et on a décroché notre premier client américain lors du CES en 2016. Donc le CES, c'est bien et ça marche vraiment, puisque nous, à chaque fois qu'on est allé, on a ramené des gros clients américains qui aiment beaucoup la nouveauté, qui n'hésitent pas à signer et à s'engager avec des startups européennes, même sur place directement. On est ici au cœur du dispositif, hein. On voit toute cette belle équipe qui est promise à un bel avenir. Effectivement, donc là on est 15 aujourd'hui, puis on se développe et on va continuer à se développer fortement l'année prochaine. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Mapwise. On peut télécharger l'application? Oui, tout à fait. Alors Mapwise, c'est d'abord une application, comme on dit en B2B, c'est-à-dire qui est embarquée à l'intérieur des applications de nos partenaires. Par exemple, de partenaires qui organisent des salons. Ils embarquent Mapwise à l'intérieur de l'application du salon. Donc c'est souvent un composant de l'application. Mais on a également des clients qui utilisent directement l'application Mapwise publique qui est disponible sur les stores. Merci beaucoup, Médéric Morel. Je continue ma route, je vais essayer de ne pas me perdre cette fois. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Et quand la haute technologie s'adapte à l'univers des enfants, nous sommes avec Antoine Nuget, directeur commercial de Kylie Kids. Expliquez-moi, monsieur Nuget, quelle est la philosophie des produits que vous développez ici? Alors Kylie Kids, en fait, on est leader des jeux espaces enfants interactifs afin d'attirer, fidéliser et gérer les temps d'attente des familles dans les points de vente, dans les restaurants, dans les centres commerciaux. Alors comme cette table interactive? Tout à fait. Donc là, on a développé une table en fait multijoueur qui peut adresser 6 enfants, qui cible les enfants de 3 à 12 ans. Là, vous allez pouvoir jouer ensemble, partager des expériences donc assez ludiques, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on a 14 jeux qui vont s'enchaîner automatiquement en prenant toutes les contraintes d'intégration dans un lieu public. Ça les occupe pendant que papa et maman font leurs achats. Alors, on reproche souvent aux écrans d'empêcher les enfants d'avoir des activités physiques. Ce n'est pas le cas de l'exemple suivant. Tout à fait, vous allez voir. Donc ça, c'est un jeu en fait de réalité augmentée qui permet en fait à 4 enfants de jouer ensemble. Une espèce de casse-briques. Voilà, donc là, on va avoir des éléments virtuels qui vont s'appliquer. On va bouger, casser des briques. Après, là, on va éclater des ballons puisqu'on va avoir un nouveau jeu qui s'affiche automatiquement. Donc là, vous voyez, et ça permet en fait d'avoir une expérience interactive et partagée. Le problème, me disiez-vous, c'est que l'enfant est à la fois prescripteur pour se rendre dans certaines enseignes, mais il est aussi perturbateur au moment de l'acte d'achat. C'est ça l'idée? Il faut retenir tout ce petit monde dans les enseignes, dans les boutiques. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un parent sur 3 qui aujourd'hui a été obligé de quitter le lieu de vente à cause de l'enfant. Donc en fait, c'est une perte de chiffre d'affaires pour nos clients et nos solutions permettent de répondre à cette problématique. Parmi ces solutions, par exemple, et notamment ce sol interactif, où les enfants vont pouvoir jouer. On peut avoir jusqu'à 5 à 15 enfants qui vont jouer sur ce tapis, s'amuser et avoir une expérience un peu unique dans un lieu de vente ou dans un restaurant qui va leur donner envie de revenir avec leurs parents. Et Guy, en termes d'expérience unique, ce nouveau jouet que vous avez développé, qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est le jouet du futur là. Tout à fait. Alors c'est une solution en fait de jeu de réalité virtuelle qu'on appelle le Kylie View. Donc l'intérêt, c'est une première mondiale puisqu'on a intégré toutes les contraintes en fait de la réalité virtuelle dans une solution qui est déployable dans un lieu de vente, dans un restaurant, dans un centre commercial. Et cette solution en fait permet d'immerger en fait l'enfant dans une expérience de jeu et à la fois de le faire bouger puisqu'on est sur une solution qui va bouger à 360 degrés et qui en plus, comme vous pouvez le voir, ressemble à un petit robot. Donc c'est un peu notre petit bébé. Super sympa. On va emmener à New York au salon NRF où on va lancer cette solution et la promouvoir auprès du marché américain et aussi évidemment du marché européen. Merci Antoine Nuget pour cette découverte en avant-première. On va rester dans l'univers enfant mais dans son versant médical à présent. Cap sur une première mondiale réalisée par le CHU d'Amiens, un électroencéphalogramme ultra sensible qui permet de surveiller le développement des nouveau-nés prématurés, le développement neuronal. C'est un reportage de Delphine Dubourg et de Christelle Sibard. On ne naît pas tous égaux pour la médecine. Un bébé sur 10 vient au monde avant la 37e semaine de grossesse. Ces prématurés présentent des fonctions immatures. Ils peuvent ne pas respirer seuls et leur cerveau n'est pas encore développé. Pour éviter les complications, ils sont alors hospitalisés, parfois pendant plusieurs semaines, et leur développement neuronal est surveillé. Une semaine après sa naissance, Enyo va subir un EEG, un électroencéphalogramme de contrôle. Donc on fait du 11 électrodes sur tous les enfants de la naissance grand prématuré jusqu'à peu près 2 ans. Après 2 ans, on essaie de faire 19 électrodes quand c'est possible. Donc on lui met un petit filet en bonnet
Et après, on va glisser toutes les électrodes sous le filet en ayant gratté les emplacements à chaque fois pour avoir un bon contact. Je t'embête. Laurence utilise une pâte abrasive à base de pierre ponce, de sel et d'eau. L'installation prend un peu plus de 5 minutes. On voit un tracé qui est bien discontinu, ce qui à cet âge-là est normal. Le procédé est contraignant et peut manquer de précision. Depuis l'été dernier, le CHU d'Amiens est le seul au monde à utiliser un nouveau dispositif. Il existait déjà pour les adultes et a été adapté aux tout petits nouveau-nés. Vous avez 128 électrodes là, qui sont disposées dans un système qui est un système international. Ça, c'est un système référencé qui est connu depuis longtemps. Et chacune de ces électrodes, il y a on voit un petit truc en caoutchouc là, et puis on voit une petite éponge. Et cette petite éponge-là, elle est pleine d'eau, elle est gorgée d'eau. Et donc, elle va être appliquée sur la peau de l'enfant. C'est très confortable pour l'enfant, parce que la pression, elle est répartie un petit peu partout. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de point de pression qui puisse faire mal à l'enfant. Je vais mesurer une électrode de référence. Louise et son jumeau Maximilien ont 15 jours. Ils sont venus au monde 10 semaines avant terme. Pauline installe les 128 électrodes en une poignée de secondes. Comme un bonnet. Tous les enfants sont filmés pendant l'examen pour savoir s'ils bougent, s'ils têtent, s'ils ont les yeux ouverts. Des comportements qui seront enregistrés sur l'EEG. Donc on enregistre jusqu'à temps qu'on ait du sommeil calme. Parce que les enfants, les bébés en l'occurrence, ont plusieurs stades de sommeil. Et donc là, il va nous falloir le sommeil calme. Donc on va attendre qu'elle s'endorme tranquillement, on va éteindre un petit peu la lumière. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu... Je savais pas ce que c'était, donc je me suis dit, mince, ça va lui faire des coups d'électricité, Mais non, madame m'a rassurée, et voilà. J'ai confiance, j'ai donné autorisation, donc j'ai confiance. Non, c'est complètement passif. Oui. Donc on enregistre l'activité qui est produite par le cerveau, comme un électrocardiogramme. Donc du coup, non, ça fait mal à personne. Ça. Oui, voilà. Ça n'a pas l'air de lui déplaire parce qu'elle dort, donc... Elle s'en fiche. Voilà. Je crois qu'elle commence à partir. Voilà, ça y est, ouais. Elle est partie. On a l'impression qu'il dort au départ, et sur le comportement, mais on peut regarder ce qui se passe sur l'activité cérébrale, sur l'électroencéphalogramme, et on voit qu'il ne dort pas encore. Les électroencéphalogrammes haute résolution sont analysés au sein du service d'exploration fonctionnelle du système nerveux pédiatrique. Là, je pense qu'il va s'endormir. Il va s'endormir, ouais. Ici, sur la partie de gauche, vous voyez les 128 lignes avec les 128 électrodes. Et sur cette partie de droite, vous voyez ce que l'on voyait auparavant lorsque l'on ne mettait que 11 électrodes sur la tête des petits bébés prématurés. Et un exemple ici, c'est que ces activités que l'on voit ici un peu plus amples, avec des activités un petit peu plus rapides, on était complètement aveugle, complètement incapable de voir cette activité lorsque l'on avait uniquement 11 électrodes. Le casque de 128 électrodes pour les prématurés a été conçu pour être un jour intégré aux examens de routine clinique et surtout de recherche, car c'est avant terme qu'on observe la mise en place des capacités cognitives. Avant 28 semaines, on a une multiplication des neurones de la partie centrale du cerveau vers la partie périphérique et la mise en place après 28 semaines de connexions beaucoup plus superficielles qui vont préparer à la mise en place de ce qu'on appelle le cortex cérébral, donc la substance grise périphérique. La question qui peut être posée, c'est est-ce que le nouveau-né prématuré est capable de faire la différence entre bas et ga, entre une voix masculine et une voix féminine, et puis entre la voix de la mère et la voix d'une étrangère. Pour le gars, oui, il est capable de faire la différence entre le bas et le ga. Il est capable de faire la différence entre une voix masculine et une voix féminine au moment où le cerveau se connecte avec l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui montre une empreinte génétique. Par contre, pour la voix de la mère et la voix de l'étrangère, il va devoir apprendre
à reconnaître la voix de la mère. Mais il faut que ce soit prêt au niveau de la naissance parce qu'il va avoir besoin de reconnaître sa mère pour des raisons bêtement alimentaires, quoi. Les travaux de recherche se tournent vers la conception de nouveaux outils moins invasifs pour étudier à la fois l'activité électrique et l'activité hémodynamique cérébrale, c'est-à-dire la circulation sanguine dans le système cardiovasculaire. Comme les prématurés, ils sont intubés, ventilés souvent, ils sont dans des couveuses, ben, il faut le faire au lit de l'enfant, donc il faut développer des outils au lit de l'enfant. Il est probable que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura une IRM qui sera dans les services de réanimation. Coupler les techniques et les adapter afin de déceler rapidement les retards de développement du cerveau des prématurés. Là est l'enjeu d'un tel dispositif pour à l'avenir prévenir d'éventuels handicaps et les traiter à temps. Cyril Carincotte, vous êtes chargé de partenariat et de projets d'innovation ici à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Qu'est-ce qui se trame ici? Dites-nous tout. Alors ici, vous êtes dans l'espace de démonstrateur du centre INRIA de Lille, qui a vocation en fait à présenter les résultats des travaux de recherche des différentes équipes du centre. À destination des entreprises? Des entreprises, du grand public. On peut faire aussi de la médiation scientifique dans cet espace. Donc il a vraiment été pensé pour répondre aux besoins les plus larges, sachant que le premier axe est bien sûr montrer aux entreprises comment contribuer ou collaborer avec une équipe de recherche INRIA peut les aider à avancer dans leur domaine. Vous faites le lien entre monde scientifique, l'entreprise, la société? Tout à fait. L'intelligence artificielle dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Vous travaillez sur quoi? Alors ici, vous avez le résultat des travaux d'une équipe de recherche qui travaille, comme vous venez de le dire, en intelligence artificielle, plus précisément sur des problématiques qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond. Là, l'idée, c'est de montrer comment des travaux scientifiques peuvent permettre de doter une IA ou un ordinateur, plus simplement, des capacités de dialogue. Intelligence artificielle, voilà, IA. D'accord, ça veut dire quoi? Par exemple, vous lui soumettez une image? On lui soumet une image et on va lui poser une question complètement ouverte sur la scène. Par exemple, ça peut être à quel moment de la journée sommes-nous, de quel repas s'agit-il, quels sont les objets présents dans l'image. Et l'IA, suite aux apprentissages qu'elle a subis, va être capable de répondre de manière complètement naturelle sur des images qu'elle n'aura jamais vues auparavant. Vous reconstituez d'une certaine manière des neurones numériques? Tout à fait. L'idée, c'est de mimer ce logiciel sur le fonctionnement du cerveau humain. Alors, encore un exemple très concret de ce que vous faites ici à l'INRIA, la robotique. Oui. Alors, on a ici l'exemple de ce qui se fait en ce moment de mieux, oui. Mais malgré tout, vous avez déjà imaginé demain, et vous êtes déjà allé plus loin dans l'ergonomie et dans l'espace d'esprit pratique de ce type d'outil. Tout à fait. L'avenir de la robotique est peut-être dans ce que vous venez d'apercevoir ici et qui est en train de se déplacer, c'est-à-dire qui est un robot articulé. Déformable. 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 Tout à fait, tout à fait. Ça ressemble plutôt à une tentacule ou à ce genre d'objet qui est complètement déformable et donc qui ouvre des perspectives et des possibilités bien plus grandes qu'un robot rigide articulé. Par exemple, quel débouché peut-on imaginer sur ce type d'outil? Dans ce type de développement, les applications sont de l'ordre de l'inspection industrielle sur des endroits qui sont très difficiles d'accès, où on imagine bien qu'un robot articulé rigide aura beaucoup de mal à accéder, alors qu'un robot qui est capable de se déformer, tel une pieuvre, aura beaucoup plus de facilité. Et aussi beaucoup dans le domaine du médical, pour pouvoir, par exemple, insérer des implants ou ce genre de choses avec un robot qui va se déformer et pas déformer le corps humain pour pouvoir aller poser l'implant. Merci beaucoup, Cyril Carincotte, d'avoir bien voulu nous éclairer sur vos recherches ici à l'INRIA. Merci. Merci à vous. Bracelets, montres, lunettes, les objets du quotidien sont de plus en plus connectés. Bientôt, un simple t-shirt développé par une start-up lilloise permettra aux professionnels de santé de veiller sur leurs patients. Voyez ce reportage de Simon Colaone et de Jean-Marc Vasco. Dans notre monde ultra connecté, ces objets ont envahi notre quotidien. De la balance qui suit l'évolution de votre poids à la montre ou au bracelet qui vous dit si vous dormez bien ou compte vos pas après une petite séance de footing. Des objets où la question de la santé est une préoccupation constante. Mais vous allez voir que désormais ils vont beaucoup plus loin avec des applications médicales très poussées. Bienvenue dans le monde de la médecine connectée. Nous voici dans les locaux d'une start-up lilloise, eWear Solutions. Donc on clipse le module pour qu'il rentre en fonctionnalité. Elle développe un sous-vêtement connecté à destination du grand public. Un vêtement qui permet de mesurer votre degré de bien-être.
Voilà, donc après une période de calibration nécessaire, on a l'indicateur du niveau de bien-être qui s'affiche. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les signaux électriques qui sont émis par le cœur, de la même manière que c'est fait dans les blocs opératoires par exemple. À un détail près, les électrodes classiques sont ici remplacées par ce dispositif directement intégré au sein même du tissu. En fait, c'est un fil entouré, enrobé d'argent, de manière à avoir un pouvoir de conduction qu'on n'a pas ailleurs sur le vêtement. On peut capter pas mal de données physiologiques. Là, en l'occurrence, nous, dans un premier temps, on se concentre sur les données cardiaques, okay, mais il y a d'autres informations, comme le rythme respiratoire. Par impédancemétrie, on pourrait avoir la mesure du taux de masse graisseuse, masse osseuse, masse hydrique, vous voyez. Pas mal de choses comme ça qu'on peut capter avec des capteurs faits ainsi, mais disposés à différents endroits du corps. Mais avant d'en arriver là, le sous-vêtement doit encore être amélioré. Un prototype confectionné ici dans les locaux de Damartex à Roubaix, la maison mère de notre start-up connue, vous le savez, pour ses vêtements chauds. Allons mon ami, un peu de cran. Un peu de temps. J'ai froid moi. Vous n'avez pas froid vous? Froid moi? Jamais. Mais aujourd'hui, oubliez le thermolactyle. Ces couturières doivent faire en sorte que les capteurs soient le plus près possible de la peau, sans nuire au confort du produit. Tout l'exercice, c'est de conserver l'élasticité. Un prototype presque finalisé, qui leur a demandé beaucoup de travail. C'est vraiment de l'innovation, ça a été développé, étudié, on a fait plusieurs maquettes avec les équipes pour intégrer toutes ces notions-là. Et des essayages, des tests portés, des tests en mouvement. Si le vêtement cherche simplement à mesurer votre bien-être, il utilise en revanche un algorithme puissant. Une méthode de calcul développée dans ce laboratoire de l'INSERM à Lille. Depuis le début, on en parle, hein, ça permet vraiment d'avoir un contact. D'être au plus proche, de mieux capter. Ouais. Depuis un an maintenant, la start-up est en contact étroit avec l'équipe du professeur Régis Logier pour exploiter au mieux sa découverte. On travaille justement sur ces aspects de contact, d'impédance de la peau, de comment on peut améliorer le contact entre le vêtement et la peau pour avoir le meilleur signal possible. Il a donc développé un algorithme d'habitude utilisé pour mesurer la douleur des patients dans un bloc opératoire. Un calcul complexe qui interprète la moindre variation de notre rythme cardiaque. On va mesurer avec une grande précision l'intervalle de temps entre chaque battement cardiaque. Et ce temps varie de tous les instants. Pourquoi? Parce que le rythme cardiaque, il est sous l'influence de notre système nerveux, et en particulier de notre système nerveux réflexe, qui est le système nerveux autonome, et qui, lui, est en réaction avec notre environnement, et en contre-réaction, donc il va effectuer des accélérations de fréquence cardiaque. Et c'est à partir de ça que le système est capable de dire si vous vous sentez bien ou mal. Deux sujets, donc dans un premier temps... Un outil si puissant que le vêtement connecté développé par Loïc et son équipe intéresse les professionnels de santé. Ce jour-là, une réunion est justement organisée pour réfléchir à une version professionnelle du produit et un usage plus médical. Dans les maisons de retraite par exemple, afin de surveiller l'activité des résidents. Type les vôtres, hein, type EHPAD, l'idée étant de les accompagner dans le bien vieillir. Donc c'est vraiment notre leitmotiv. Le fait d'avoir une collecte de données presque en continu, ça nous permet ensuite de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir se dire, ben voilà, si la personne elle n'a pas dormi, ben, c'est peut-être aussi par rapport à ça, donc on peut régler le problème, régler la cause, et aussi... par la suite, ça peut aussi permettre de prévoir, en fait, d'anticiper des comportements, anticiper des événements, et tout ça, ça peut être intéressant. Le vêtement, le sous-vêtement à plus forte raison, est un magnifique support pour y positionner des capteurs. Il est discret, hein, le sous-vêtement ne se voit pas, il n'est pas stigmatisant donc, et il peut héberger des capteurs qui peuvent capter des données physiologiques très très utiles en temps réel pour les personnels soignants. Mais quand on parle de médecine connectée, certains usages peuvent parfois aller beaucoup plus loin. Maxence habite la région lilloise. Même s'il vit à peu près normalement, il souffre d'une anomalie cardiaque depuis la naissance. Résultat, à tout moment, le jeune homme peut être victime d'une syncope. Dernièrement, c'était dans mon lit, je regardais la télé, ça peut m'arriver quand je suis debout, quand je suis dans n'importe quelle situation, même celle où je suis complètement serein à regarder la télé. Alors, depuis quelques mois,
L'activité de son cœur est suivie en permanence grâce à son smartphone. Il est connecté sans fil à un implant. Moi, je gère rien tant qu'il ne se passe rien. Ou même s'il se passerait quelque chose que je ne ressens pas, automatiquement, l'implant il envoie les informations au téléphone et directement à l'hôpital. Mais si moi, dans n'importe quelle circonstance, j'ai un souci, j'appuie sur le gros bouton qui est écrit « Enregistrer les symptômes » et ça va directement être envoyé à l'hôpital. Et l'implant, le voici. Un minuscule capteur caché derrière la peau, sur son torse. Nous sommes dans le cabinet du docteur Marquier à l'Institut Cœur-Poumon de Lille. Cet après-midi-là, Maxence fait une simple visite de contrôle. Ok, pour vous c'est confortable, tout va bien. Complètement. Et l'application elle marche bien? Impeccable. Là ça me permet de vérifier que l'appareil va bien, que les batteries sont bonnes et de modifier les réglages. Si par exemple je décide d'écouter des fréquences cardiaques à partir de 120-130 battements par minute, je peux monter à 150, 160, 170 battements par minute. En réalité, le médecin et son patient ne se voient pas très souvent. C'est d'ailleurs la première fois depuis que Maxence a été implanté. Car toutes les informations sont transmises à distance. Le docteur Marquier les reçoit directement sur son ordinateur. J'ai les tracés de tout ce qui a été enregistré par l'appareil, soit de façon automatique, donc parce que l'appareil a enregistré un cœur trop lent ou trop rapide, soit parce que le patient a activé l'appareil en disant je me sens pas bien, j'ai fait une syncope, ou j'ai fait un malaise, ou j'ai des palpitations. Et donc tout ça c'est stocké dans l'appareil, le sien, puis c'est envoyé sur Internet, et moi j'ai accès directement à ces informations-là avec le tracé, ce qui va me permettre de savoir est-ce que effectivement le cœur est trop rapide ou trop lent, et quelles en sont les conséquences. Une vraie révolution. On est donc loin des tout premiers appareils, encombrants et peu pratiques à l'usage. L'implant n'est aujourd'hui pas plus gros qu'un bâtonnet de 5 cm de long, avec une durée de vie de 3 ans. Pour le patient, le confort est indéniable. En fait, quand on m'a proposé qu'on allait devoir m'implanter un holter, ce qui me gênait, c'était ça, c'était toute la mécanique derrière, d'avoir un boîtier qu'il fallait transporter, d'avoir une machine à la maison. Et en fait, quand j'ai appris que c'était par le téléphone, comme ça, via une application, voilà, je n'ai pas hésité. Cet implant dernière génération est testé sur une quinzaine de patients du CHRU de Lille et pourrait bientôt devenir la norme. Mais il subsiste aussi une part d'ombre, car toutes les données recueillies, que ce soit avec un implant, une montre ou un vêtement, peuvent aussi tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Connecté veut dire accessible et donc visible. Des données sensibles sur notre santé qui valent de l'or, dans le marché très convoité de la médecine connectée. Massimo Magnifico, vous êtes le directeur des opérations d'Eura Technologies, 4200 salariés, 300 entreprises accueillies en permanence dans ce site et puis une centaine de nouveaux projets chaque année également. Oui, tout à fait. On recrute plus d'une centaine de porteurs de projets chaque année, 130 cette année, et puis sur 3 sessions durant l'ensemble de l'année et sur plusieurs sites. La prochaine session de recrutement aura lieu au mois de mai. Alors on va revenir dans un instant sur le profil de ces projets que vous accueillez. Ici, c'est une ancienne filature, début du XXe siècle, c'est écrit sur le fronton du bâtiment, 1900, et pourtant c'est ici qu'on prépare les projets et les innovations technologiques du futur. Oui, tout à fait. En fait, 2 filatures même, pour être très précis, la filature Leblanc et la filature Lafont. Et c'est un vrai trait d'union, en fait, ce lieu entre l'industrie innovantes du passé, puisque ces usines ont été les premières usines à être accordées au réseau électrique industriel au nord de Paris à l'époque, et puis évidemment l'innovation du futur avec l'ensemble des startups numériques que nous incubons et que nous accélérons dans ce campus. Alors c'est aussi tout un quartier qui a été modifié, qui a été bouleversé depuis 10 ans que vous avez commencé votre installation et votre développement ici sur ce site. Oui, tout à fait. Le paysage du quartier a énormément changé, évolué. Leblanc-Lafont a été la première étape de transformation de ce quartier, mais à côté de ça, vous voyez, beaucoup de bâtiments, beaucoup de rénovations également d'habitations, des commerces de proximité, et puis aussi une avenue de Dunkerque, un peu plus loin de Leblanc-Lafont, qui est complètement revitalisée par tout ce développement économique. Alors venons-en au profil des entreprises et des projets que vous accueillez ici. Quel est le profil? Est-ce qu'il y a des critères précis pour prétendre à être ici, s'installer à Eura Technologies? Le premier critère, c'est d'être une entreprise dans le numérique et d'avoir un projet de création d'entreprise lié avec les nouvelles technologies, que ce soit le traitement de la data, les objets connectés ou la réalité virtuelle. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le talent, parce que sans talent et sans porteur de projet de qualité, on ne peut pas faire émerger un projet. Et puis les éléments de différenciation que le projet va apporter sur le marché.
Alors de la conception de l'idée à la première levée de fonds, quel est le parcours de l'entreprise qui va s'installer ici à Euratechnologies? Alors il y a un parcours assez classique quand on accompagne les porteurs de projets. La première étape, c'est l'étape d'incubation. C'est une étape qui va durer de 3 à 12 mois. Les 3 premiers mois sont très axés sur finalement de la théorie et de la recherche de compatibilité entre la solution ou le produit et le besoin du marché. Et puis ensuite, la deuxième étape, à la sortie de la création de ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est l'accompagnement à la création de l'entreprise. Ça dure 9 mois supplémentaires. Une fois qu'on sort de ça, ensuite, on rentre dans des étapes d'accélération. 2 programmes d'accélération, un programme pour les futures PME innovantes, puis un programme qui va apprendre à vendre dans l'objectif de lever des fonds, justement. Et par exemple, vous êtes implanté également à Saint-Quentin, à Roubaix, puis à Huyem, c'est un laboratoire, un projet, des colliers connectés pour les vaches que vous expérimentez. Là aussi, l'objectif, c'est d'apporter le savoir-faire d'Euratechnologies sur différents territoires. Et là, si on prend le champ de l'agriculture, c'est tout simplement de mettre les porteurs de projets dans les meilleures conditions d'échange avec notamment les agriculteurs ou les exploitants agricoles ou les industriels de l'agriculture pour leur permettre d'aller tester rapidement leurs produits et d'avoir un feedback au plus près de la problématique. Massimo Magnifico, on va regarder un reportage et puis on se retrouve juste après si vous le voulez bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et sur les 350 entreprises françaises présentes au CES de Las Vegas, une soixantaine ont été primées. Parmi elles, une start-up bien de chez nous, basée à Saint-Léonard dans le Boulonnais. Blue Whale a mis au point une application pour smartphone qui permet de détecter et de signaler en temps réel la moindre fuite d'eau dès qu'elle se produit. Démonstration. Si je laisse le robinet ouvert, à peu près en 1 minute, il va identifier la fuite, il va couper l'arrivée d'eau et il va envoyer un SMS directement sur le téléphone de l'utilisateur. Fermer ou ouvrir un robinet avec un simple SMS, c'est une des solutions d'économie d'eau offertes par ce boîtier inventé par une start-up boulonnaise, Blue Whale Company. À l'arrivée, nos clients font une économie typiquement de 20 à 30%. Tout ça, c'est autonome, donc on peut le mettre au milieu de nulle part. Et même au milieu de nulle part, avec juste une petite pile qui est une pile comme en train de la manipuler Maxime, on peut ouvrir et fermer une vanne jusqu'à des diamètres 200-300 mm, donc c'est considérable. Proche d'être commercialisé, ce prototype a été présenté en janvier au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon au monde consacré au high-tech. Il y a reçu 2 prix, dont celui récompensant les innovations les plus vertes. Quand on est une start-up, on est déjà très fiers d'avoir été nominé à Las Vegas. Il y a à peu près entre 1000 et 1300 start-up qui vont à Las Vegas tous les ans. On est aussi content de pouvoir aider à préserver l'eau sur la planète, surtout qu'on est dans la décade de l'eau justement qui a été instaurée par les Nations Unies entre 2018 et 2028. Une aventure à l'international qui a pris forme dans cette pépinière d'entreprise. Une société lui a conçu ses logiciels, une autre lui fabrique des pièces via des imprimantes 3D. Ça, c'est le modèle définitif qu'on va commercialiser. Oui. Donc, et en plus réversible. Des collaborations inespérées, mais bénéfiques. À force de se connaître, même sans se parler, il y a des choses qu'on arrive à définir ensemble et ça vient tout seul, donc c'est vraiment top, quoi. Puis là, on a les machines juste derrière, donc on l'a à peine dessiné qu'on peut sortir les pièces. Bon, c'est un apport fantastique. Cette technologie a de l'avenir devant elle. Elle peut également contrôler l'électricité, le gaz ou réaliser des mesures de type météorologique. Massimo Magnifico, on l'a vu, Euratechnologies connectée dans son environnement local, mais aussi régionalement, on l'a dit tout à l'heure. Euratechnologies qui s'inscrit aussi dans un réseau mondial qui va de Shanghai à San Francisco. Oui, tout à fait. C'est absolument obligatoire. Si on veut développer localement l'emploi et développer ces startups ici, il faut qu'elles puissent avoir une vision globale des choses et donc les mettre en relation avec d'autres incubateurs, accélérateurs qui vont pouvoir leur permettre de se développer sur des territoires ou des marchés comme l'Asie ou les États-Unis, c'est absolument indispensable. Des entreprises, des startups qui développent des objets connectés, de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle s'insinue de plus en plus dans l'intimité de tout à chacun. C'est Big Brother avant l'heure qui s'installe ?
Je ne dirais pas ça. Effectivement, alors certaines développent de l'intelligence artificielle. Il faut voir l'intelligence artificielle comme une formidable opportunité d'automatiser certaines choses que l'homme n'aurait pas été capable de déployer à grande échelle. Et donc de donner de la compétitivité à ces entreprises. Alors évidemment, ça amène d'autres sujets, et notamment des sujets liés à la cybersécurité. C'est aussi pour ça que Euratechnologies vient de lancer un incubateur dédié à la cybersécurité appliquée à la finance et à l'assurance ou au légal, par exemple. Mais ça doit nous donner un champ d'opportunités supplémentaires pour développer l'économie de notre pays. Ces startups, quel champ d'exploration sont-elles en train d'ouvrir finalement? Vous parlez de cybersécurité. Est-ce que c'est aujourd'hui le pendant de tout ce qui a été développé à ce jour pour faciliter la vie des gens? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut maintenant la protéger, cette vie-là? Oui, c'est une des opportunités qu'offre le numérique de manière globale. Ce n'est pas la seule. On parlait tout à l'heure des objets connectés. Aujourd'hui, les objets connectés commencent à discuter entre eux. Demain, ils discuteront avec de plus en plus d'objets. Et ça, c'est autant de nouvelles opportunités de création d'entreprises, de création de services à valeur ajoutée qui s'offrent à nous. Alors tout ça se matérialise, se concrétise à travers le CES de Las Vegas qui avait lieu ce mois-ci. Est-ce que Las Vegas, c'est un aboutissement pour ces entreprises ou c'est une étape supplémentaire dans de nouveaux développements? Je ne dirais pas que c'est un aboutissement, je dirais effectivement que c'est un passage important. Le CES, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la vitrine finalement de l'innovation numérique dans le monde. C'est le plus grand salon, celui qui regroupe le plus de startups au monde. La France d'ailleurs est très bien représentée. Et c'est un temps de passage important parce que les startups vont pouvoir à la fois rencontrer des grands décideurs internationaux, des grands décideurs français aussi. Ça peut paraître étrange, mais lorsqu'on va à Vegas, on rencontre beaucoup de décideurs français. Tester l'appétence du marché, identifier leurs concurrents et puis aussi potentiellement trouver de nouveaux partenaires ou de nouveaux clients. Donc il faut absolument être présent sur ce salon pour tester l'efficacité de son innovation. Euratechnologies au cœur de la French Tech, Euratechnologies qui fête cette année 10 ans d'existence. Quelles sont les perspectives d'évolution pour les années à venir? Alors déjà, on va fêter les 10 ans d'Euratechnologies. On est en train d'organiser une grande semaine d'événements qui aura lieu au mois de mai. Sur lequel on va mettre en avant à la fois les impacts d'Euratechnologies sur les 10 dernières années et puis les perspectives à venir sur les 10 ans à venir. Précisément? Alors précisément, il y a un très gros projet structurant autour notamment de l'éducation qui s'appelle WINNOV, le premier campus européen de l'innovation qui va ouvrir en 2020, qui va rassembler en son sein à la fois des écoles, de la formation accessible à tous, des laboratoires de recherche et un incubateur autour de l'éducation. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, notre objectif est de continuer à faire grandir ce campus. Objectif pour nous, à 2022, avoir ici un campus de 150 000 m², contre 80 aujourd'hui, et puis passer de 300 à 500 entreprises et d'un pôle de 4 200 personnes à 10 000 personnes à horizon 2022. Un joli programme. Merci beaucoup, Massimo Magnifico, et puis bon anniversaire. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr la revoir sur hdf.france3.fr. À bientôt.